Amis de l'histoire du roman historique, bonne année à tous, hein, parce que je vous enregistre ça le 1er janvier, donc on vient de passer le réveillon, et puis donc c'est pour ouvrir le 3e épisode sur Mozart, pour le conclure. Donc je souhaite une bonne année à tous, j'en bois un petit coup. Et on va commencer par ceci. Beau, hein? Voilà, hein, donc c'est la flûte enchantée, c'est une des plus belles œuvres de Mozart. Et donc les fois précédentes, on avait évoqué tout ça avec Lorenzo da Ponte, hein, les mémoires de Lorenzo da Ponte, librettiste de Mozart. Hein, donc c'est un témoignage, c'est une manière de voir ces événements, hein, c'est subjectif, hein, ce sont des mémoires, donc ça on a évoqué. Ensuite là on passe donc à l'application en quelque sorte, hein, puisque là c'est du roman historique. Donc c'est la redoutable veuve Mozart d'Isabelle Duquesnoy. Donc ça débute au décès de Mozart, hein, donc ça évoque Mozart, mais on n'a pas Mozart dans l'œuvre elle-même. Isabelle Duquesnoy, le retour, la redoutable veuve Mozart. Hein, donc je vais prendre mes petites lunettes et je vais vous lire la page de garde. Donc une femme d'une grande modernité. C'était dit par Radio Classique. Wolfgang Amadeus Mozart est un génie, mort, ruiné, enterré sans presse, sans grande pompe. Il aurait pourtant pu sombrer dans l'oubli. Si Constance Mozart ne l'avait pas adoré au point de sacrifier leurs propres enfants à la gloire de son défunt mari. Si elle ne lui avait pas survécu 51 ans, bataillant jour et nuit pour la postérité de son œuvre. Si elle n'avait pas gratté la terre à main nue pour retrouver son squelette, ni rebaptisé son jeune fils Wolfgang Mozart II, pour le produire dans toutes les cours d'Europe. Isabelle Duquesnoy, diplômée d'histoire en dollars, est l'auteur de romans historiques. L'embaumeur, prix Saint-Maur en poche et prix de la ville de Bayeux, a connu un grand succès public. Il est disponible chez Point. Voilà. Donc je vous ai sélectionné page 9, le 5 décembre 1791, c'est la date de la mort de Mozart, hein. Donc c'est pour ça que dans le livre on l'évoque, mais il n'est pas mis en scène, puisqu'on commence à son décès. À son décès le 5 décembre 1791, Wolfgang Mozart a laissé 3000 florins de dettes correspondant à 5 ans de loyer, de nourriture, de frais vestimentaires, et d'entretien de ses 2 fils et de leur mère Constance, née Weber. Elle lui survécut 51 ans, utilisant des monnaies qu'il est aujourd'hui compliqué de convertir en euros. Toutefois, pour mieux comprendre son train de vie, il serait utile de savoir qu'un domestique recevait 12 florins par an de salaire. Ça, c'est important pour un romancier, un roman historique, de donner du cachet, quoi, de donner de la couleur. Donc c'est important de chiffrer les choses. Les dettes du couple Mozart en 1791 s'élevaient donc à 250 années d'un salaire de serviteur. Oui, ça donne la mesure des choses. Une robe de dame ornée de quelques fioritures coûtait 100 florins. Pour s'en offrir une, la domestique des Mozart devait économiser l'intégralité de son salaire durant 9 ans. C'est pourquoi les vêtements, les perruques et les souliers des défunts étaient revendus. Les boutiques de prêt-à-porter n'existaient pas. Seules les personnes aisées pouvaient se faire confectionner des vêtements par une couturière, copiant les modèles représentés dans les revues de mode. Très influente, la mode française était suivie en Europe, mais de façon moins changeante. Ce qui n'était plus en vogue à Paris pouvait l'être encore à l'étranger durant plusieurs années.
Un artiste lyrique célèbre recevait d'environ 800 florins à Noël, alors que 500 florins suffisaient à un loyer de 2 personnes pour vivre bourgeoisement. Voilà, donc page 22, troisième classe. Page 22. La cérémonie à l'enterrement commencera à 15 heures, annonça-t-il. Puis son corps restera exposé jusqu'à la tombée du jour. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Oui, on fait cela pour s'assurer que les personnes en léthargie ne soient pas enterrées vivantes. Et si Wolfie se réveillait après 2 nuits d'inconscience, cela ne se produira pas. Son état s'était trop dégradé ces derniers jours pour que nous puissions espérer un tel miracle. On pourrait au moins l'exposer à l'intérieur de la cathédrale. Ainsi le public qui redoute le froid ira se recueillir sur sa dépouille. Constance, c'est la loi. Les cérémonies d'enterrement sont interdites à l'intérieur des églises. Je suis navré, mais cela nous réconfortera peut-être d'apprendre que Wolfgang bénéficiera d'un cercueil définitif, malgré le service de troisième classe. Le service définitif promulgué par Joseph II en 1784, cette loi stipule que l'usage d'un cercueil réutilisable est interdit. Malgré sa beauté et son intérêt tragique, la scène du film Amadeus, durant lequel le cadavre de Wolfgang Mozart est jeté par la trappe d'une boîte d'occasion dans les fosses communes, est invraisemblable. Très beau film, ceci dit. Hein. Moi j'adore, mais bon. Il y a des invraisemblances tout de même. Indigné, je me dressai brusquement hors de mon siège. Ah, c'est Madame Mozart qui parle. Hein. Troisième classe, alors que toute la noblesse a dansé sur ces musiques, à s'en briser le cou. N'a-t-il pas un autre admirateur à Vienne pour lui payer un supplément d'enfant de chœur et une poignée de cierges? Le prêtre a rechigné à l'idée d'enterrer religieusement un franc-maçon, mais j'ai pu le convaincre de célébrer une courte cérémonie et de lui réserver une place dans le tombeau communautaire. Je vous affirme que rien de mieux n'est possible. Il me faut bien rire avec ces scrupules, bredouillai-je. La loge. Alors, en 1784, Wolfgang Mozart est initié au grade d'apprenti dans la loge La Bienfaisance, fréquentée par le gratin viennois, y compris par les ecclésiastiques et roturiers. Association de bienfaisance, les travaux de l'horloge n'étaient pas secrets. Hein. Alors, la loge maçonnique que fréquentait Wolfgang comptait des curés dans ses rangs. Certes, ajouta von Schwitten, mais ce prêtre-là, je repris, mais pas ce prêtre-là. Je repris ma pose sur le rebord du fauteuil que le baron me désignait en tapotant l'assise du plat de la main. L'image de la fosse commune dansait dans mes yeux, ballet macabre et terrifiant, me rappelant une scène de Don Giovanni que je détestais parce qu'elle m'avait toujours effrayé comme une sorte de prémonition. As-tu jamais vu un tombeau communautaire, Karl? C'est un abominable aliment de poches creusées dans la terre, dans lequel on empile sans ménagement les corps par groupe de 6, à peine séparés par quelques pelletées de chaux. L'idée que ton père y soit jeté me rend folle. Voilà le contexte. Donc, page 28, le diable. À l'heure où j'écrivais ces mots, son corbillard cheminait au centre des larges allées du cimetière, éraflé par les branches des grands arbres nus et le cri des corbeaux. J'ai toujours détesté la tombée du jour, cette heure qui désigne les êtres en créatures effrayantes, qui déguise les êtres en créatures effrayantes. Et Wolfgang, souvent prompt à me réconforter, me parlait de sa foi en Dieu, de l'amour du prochain et des épreuves que le ciel envoyait aux croyants dans l'unique but de leur faire gagner une place au paradis. Les soirs d'inquiétude, nous évoquions nos ennemis, nos ennuis pécuniaires, le déshonneur et la crainte d'être saisis de nos meubles, mais aussi les cabales ourdies par les alliés d'Antonio Salieri, visant à affaiblir la réputation de Mozart et à faire échouer ses représentations. Salieri n'était pas notre ennemi. On a grossi les commérages pour le plaisir de nous inquiéter. Antonio Salieri
était directeur de l'opéra italien dès l'âge de 24 ans, compositeur de la cour impériale et maître de chapelle de Sa Majesté. Ces trois fonctions faisaient de lui l'homme le plus puissant en matière de musique dans notre Saint-Empire. Mais il enviait le talent de Mozart et s'en lamentait parfois entre les bras de ses maîtresses. Je le sais, simplement parce que ces dames ont chanté les opéras de ton père et qu'elles raffolaient des indiscrétions. Mozart a 6 ans de moins que moi, déplorait Salieri, sous l'alcôve des cantatrices. 6 ans de moins et 6 fois plus d'imagination, 6 fois plus d'inventivité. Il ne craint jamais d'être en concurrence. Il ne redoute aucun autre compositeur. C'est le diable. Et le diable n'a pas d'adversaire à sa taille. Donc c'est un peu en conformité avec l'esprit du film, hein, Amadeus. Mais qui était le diable mais qui tirait le diable par la queue? Nous étions sans cesse à la recherche d'un contrat. Wolfgang rentrait de ses longues heures d'attente dans les antichambres glaciales, remplies d'espoir, les doigts gelés, persuadé d'avoir conquis ici un noble, là une librettiste. Il soufflait sur ses mains, secouait ses manchettes en dentelle en clamant à travers notre appartement que nous irions bientôt parader à la cour. Cette fois, ma Stanzi, je crois que c'est la bonne. Nous te ferons coudre une nouvelle robe, projetait-il, avec des rubans, des guipures et des fils d'argent. Puis j'irai me commander une veste rouge doublée de fourrure et la même pour Karl. On se retournera sur notre passage. Il y eut des commandes, bien sûr, des répétitions et des créations. Mais il y eut surtout l'affreux Rosenberg, directeur de théâtre jaloux, mesquin, avec son regard de chat qui chie sur la braise. Oui, je pense à Don Giovanni, que les Pragois avaient applaudi debout et qui, une fois joué à Vienne, n'a bénéficié de la présence de l'empereur qu'à la 16e représentation, qui fut aussi la dernière, probablement influencée par Rosenberg. L'empereur n'a accueilli que mollement cette œuvre de ton père. 16. Et puis plus rien. Tu imagines? Pas une représentation de plus du vivant de ton père. Il n'en fallait pas davantage pour saccager sa réputation dans l'Empire, pour que l'on hésite à lui faire confiance et que l'on cesse de lui passer commande. Alors, le 15 décembre 1788, l'empereur Joseph II assiste à la 16e représentation de Don Giovanni, qui sera la dernière, du vivant de Mozart. Le manque d'enthousiasme de l'empereur a plongé l'œuvre dans l'oubli jusqu'à ce que l'Europe la redécouvre, mais après sa mort. Alors, page 35, le Requiem. Sublime le Requiem de Mozart. Alors, je pense que vous savez ça. Page 35. Il faut l'écouter dans son intégralité, bien naturellement, hein. Pas seulement le Lacrimosa. Alors, comme tu le sais, je mandais donc Sosmeir. Il entra dans le salon et, s'asseyant avant que je lui eusse proposé un siège, picora quelques pruneaux dans une coupe à fruits. Franz, dis-je d'une voix faible, j'ai besoin que vous finissiez le requiem à la place de Wolfgang. Il n'a pas terminé avant sa mort. Il laissa échapper un petit rire nerveux. J'ai appris que votre mari avait donné ses consignes à l'un de ses autres élèves, qu'il considérait plus doué que moi. Demandez donc à cet élève, puisqu'il avait sa préférence. Ce prétentieux n'avait pas tort. Wolfi lui trouvait un talent inversement proportionnel à son orgueil. Il manquait de rigueur. D'ailleurs, Mozart lui dictait uniquement les accompagnements de son requiem, jamais les parties mélodieuses. Franz Süssmayer s'était longtemps gratté la tête, cherchant à comprendre les raisons de cette méfiance. Ton père n'en avait aucune preuve, mais il soupçonnait Süssmayer de l'espionner. Un reçu trouvé par Robbins London semble prouver que Süssmayer était payé par Salieri pour voler des idées de Mozart et les lui communiquer. Alors, pour le compte d'un autre compositeur, en l'occurrence Salieri, lequel il l'ignorait, mais il luttait contre le plagiat à sa façon, en ne complétant pas ses partitions. Ainsi, lorsque je suppliais cet âne de finir le requiem, celui-ci se réfugia dans un dépit
inaccoutumé, se contentant de cracher bruyamment ses noyaux de pruneaux. Demandez aux autres, finit-il par lâcher, l'orgueil blessé. Voyez avec Hebler, par exemple. Joseph Hebler pense qu'il ne possède pas un talent suffisant pour passer derrière Mozart. Il a peut-être raison, tandis que vous, Franz... Ah, on n'appelle plus trou du cul, s'étonna-t-il en caressant la tête de Coquelin. Voyons, c'est une plaisanterie affectueuse de votre professeur. Je n'ai jamais utilisé ce colibet à votre endroit. Même autrefois, quand on racontait en ville que j'étais autre amant, jamais. Et vous savez bien que ces affreux commérages ont cessé lorsque mon dernier enfant est né avec la même malformation de l'oreille de son père. Un long silence s'installa entre nous. Où est-il d'ailleurs ce bébé? Chez ma mère, Franz. Savez-vous qu'en refusant d'achever ce travail, vous m'obligez à rembourser les avances que nous avions perçues? Je l'observais tandis qu'il se tortillait sur son siège, partagé entre deux tentations. L'opportunité de revendiquer un jour la paternité de cette œuvre et le désir de venger nos moqueries qui l'avaient probablement blessé. On me décrivait dépourvu de grâce et d'esprit, mais je ne manquais pas de bravoure. Ce jeune Freluquet ne devait pas résister à mon obstination. Mon ami, vous avez passé passé tant d'heures auprès de lui, vous me paraissez être la seule personne qui puisse terminer cette œuvre sans que quiconque ne sache jamais différencier vos deux écritures. Argument qui a, alors la note dit, argument qui se révélera complètement faux puisque nous connaissons les parties du Requiem écrits par Sussmayer. Par ailleurs, Constance demanda à deux autres élèves de Mozart, French-Stadler et Hebler, de finir l'œuvre. Ils lui refusèrent et ce service avant qu'il manquait de temps. Voilà. Donc ça c'est pour... Après il y a le page 64, le Sanctus. Page 64. Page 64. Sussmayer rajouta son catogan dans le miroir de bois sculpté de l'entrée, puis il se présenta à moi, point de baisement ni de révérence pour la veuve de son ancien professeur de musique. Voici l'œuvre achevée, dit-il en bombant le torse, tel un général d'armée. Prenez place, proposai-je d'un large geste de la main désignant l'ensemble des sièges que Martha avait élégamment disposés. Il choisit un sofa. Oh, permettez que je récupère mon soul, m'exclamai-je en tirant le pan de soie que ses fesses écrasaient. Sussmayer se leva d'un bond et se dirigea vers la coupe de confiserie. Vérifiez mon travail dès maintenant, marmonna-t-il, la bouche pleine, car je suis attendu par ailleurs. Eh bien, dis-je, d'un ton foncement enjoué, vous exigez de moi ce contrôle immédiat, car vous m'en croyez incapable. J'ai, voyez-vous, partagé la courte vie du plus grand compositeur de Vienne, et vous feriez offense à sa mémoire en supposant qu'il avait épousé une sotte. Je soutenais sa maison, car je la comprenais, sa passion, car je la comprenais, et je n'ai nullement besoin d'un professeur pour constater que le Sanctus est entièrement de votre main. Il demeura muet, ses deux joues ballonnées de marron glacé. Il s'empressa de mâcher mes friandises et les avala sans plaisir. J'ai fait du mieux possible, car je n'avais aucune instruction de Mozart pour ce Sanctus de Requiem. J'en suis certaine, dis-je. Tandis que sur le Benedictus et l'Agnus Dei, il suffisait de suivre les instructions de Mozart et de compléter ce qu'il avait déjà noté. Commentaire de Constance dans une lettre du 21 mai 1828. Je vous avais soufflé de confier ce travail à ses autres élèves, qu'ils jugeaient plus habiles que moi, grogna-t-il. Mais vous avez insisté. C'est juste, répondis-je avec calme, car vous étiez rompu à ce travail. Mozart vous a habitué à combler les trous des notes manquantes, comme un verbe peut compléter une phrase.
Voilà, voilà. Page 91, Beethoven. Eh oui, ils auraient pu bien se connaître, mais bon, il est parti trop tard, Mozart. Enfin, Joseph Haydn, Papa Haydn, comme disait Mozart, rentra de Londres. Une douce gaieté murmurait dans son cœur. Il arriva fatigué dans le brouhaha de la suite du prince Esterhazy. L'odeur du cuir et la poussière de ses vêtements me rappelaient le parfum de ton père à ses retours de voyage. Pauvre Haydn, la vieillesse et l'Angleterre avaient continué les ravages sur son nez, dont les saignements incessants le faisaient affreusement souffrir. Ma chère, dit-il, prenant mes mains entre les siennes, je dois vous entretenir d'une affaire. Vous connaissez mon affection. Aussi j'ai l'espoir de vous que vous ne me traiterez pas en félon si je vous apprends que le jeune Ludwig van Beethoven viendra bientôt me rejoindre ici à Vienne. Je crus sentir la blessure d'un gourdin sur mon crâne. Et pour quoi faire devais-je demandai-je d'une voix belliqueuse. Il ne le sait pas encore, mais son protecteur m'a choisi pour lui donner quelques leçons. Ça, ce sont des menteries. Je viens pousser le souvenir de Mozart dans le trou. Il vient pousser le souvenir de Mozart dans le trou et pomper votre savoir. Refusez-le. Il avalera toutes vos connaissances, jouira de votre savoir comme d'une femme obligeante. Et lorsque vous serez épuisé ou presque mort, il remplira les salles et de concerts à son profit. Ah, je vous en conjure, usez d'une savante excuse pour rompre votre contrat et laissez mon Mozart régner sur Vienne encore un moment. Haydn considéra mes lèvres moussantes de rage. Beethoven est un grand admirateur de Mozart, dont il n'a cessé d'espérer les leçons jusqu'à ce que la Providence fasse sa cruelle besogne. Ce jeune virtuose nourrit à présent le fol espoir de recevoir ses lumières. Vous avez vu juste, il m'utilisera, cependant il a pour vous la plus haute vénération. Je crois qu'il m'estime assez pour ne pas couillonner le vieil homme que je suis. Je ne veux pas qu'un autre talent fleurisse à Vienne. Prévenez-le que cette ville laisse crever ses artistes d'estomac vide. Il me faut encore du temps. Je dois bâtir des monuments à la gloire de Mozart, remplir les théâtres de sa musique, afin de contempler le repentir honteux de ceux qui l'ont ignoré ou trahi. Je ne pourrai jamais supporter que Vienne s'entiche d'un nouveau musicien, qu'elle l'acclame comme une nouvelle toccade. Mais maintenant, pas si vite. Pas maintenant, pas si vite. Voilà, de l'énergie, Madame Mozart. Alors, page 197, changement de décor. Page 197. Page 197. Voilà, c'est le dernier passage. Beethoven rendit l'âme peu après l'arrivée de Sophie, en écoutant le son d'une cloche. Te souviens-tu, mon fils, parce qu'elle écrit ça pour l'argument c'est que la veuve Mozart écrit pour son fils. Te souviens-tu, mon fils, qu'autrefois on annonçait le changement de décor au théâtre par une sonnerie de cloche? Eh bien, la sieste de Ludwig van Beethoven fut interrompue par l'entrée de son médecin au moment où sonna le clocher d'une église. On raconte que, malgré sa surdité, le mourant sursauta et déclara « Trop tard ! Écoutez la cloche, changement de décor. » Il m'a été rapporté que ses héritiers furent plus prompts à ouvrir ses tiroirs qu'à vêtir son corps. Après la recherche d'un éventuel héritage, une âme désintéressée, un de ses élèves, je suppose, s'est penché sur sa dépouille et a découvert que la peau de son dos, de ses jambes et de ses bras a été dévorée par les punaises. Ainsi va le destin de l'homme sans épouse, sans mon fils. Il crève comme un chien dans un lit de puce. Nos mœurs changent pourtant, notre chagrin subsiste. Le corbillard de Beethoven a été tiré par 4 chevaux.
et suivi par une foule de 20 000 personnes. Ton père n'a pas eu cet honneur puisque le cortège était encore interdit. Était alors interdit. On dit que Franz Schubert pleurait amèrement sur le rebord de sa tombe. J'ai peine à y croire. Quand un compositeur meurt, le carnet de commandes d'un autre se remplit. Puis le comte Walsegg suivit Beethoven au cimetière. J'étais ravi de son décès, et qu'il me rendait l'entière propriété du requiem sans craindre un procès. J'écrivis une lettre à ses héritiers, les sommant de me remettre le manuscrit. Mais sa race préféra ignorer ma demande. Ils étaient trop occupés à compter leurs millions, répartis dans toutes les banques d'Europe. Écrire la biographie de ton père m'a enchanté autant que cela m'a fait souffrir. Après avoir relu les pages consignées par Georg, Sophie et moi décidâmes de les conserver. Pour deux raisons. La première parce qu'elles étaient bien écrites, malgré tout ce que l'on a pu dire de son style au Danemark. La seconde parce qu'il faisait mon éloge, chose que je ne pouvais faire moi-même sans me ridiculiser. Ça a été son mari, hein, Georg, hein. Donc c'était un Danois. C'est pour ça qu'elle part du Danemark. Un passage était toutefois grotesque, mais je pris la résolution de le maintenir. Dans ces lignes, il s'agissait de décrire ton père. Son nez, qui était bien fait, devint prétubérant après le mariage. Le journal Morgenblatt nomma un jour Mozart le compositeur au gros nez. Son mariage avec Constance Weber fut un mariage heureux. Sa femme admirait ce grand artiste et se pliait aux exigences de son art. Aussi lui confiait-il ses petits péchés qu'elle pardonnait aussitôt avec douceur. Pour être honnête, il m'arrivait de le gronder, notamment lorsqu'il n'achevait pas une œuvre esquissée ou gâchait son temps en fréquentation inutile et coûteuse. Quant à cette histoire de narine qui aurait grossi après notre mariage, je préfère en rire. Des illustrations furent ajoutées au fil des pages de la biographie. Une gravure représentant une oreille normale comme la tienne ou la mienne, ainsi que le nez lisse de Mozart, sans oublier de préciser que Franz Xaver avait hérité cette malformation. Les souscripteurs attendirent patiemment la sortie de l'ouvrage. 500 familles avaient promis de l'acheter. Un tiers d'entre elles la paya réellement. Tu vois, cette belle société de princes, de comtesses et d'altesses n'a pas plus d'honneur que jadis. Toutefois, ce livre fut accueilli par le public comme une relique sacrée. Mon fils, je te remets aujourd'hui le premier exemplaire numéroté de cette Bible présentée à ton attention, contenant ce qu'il faut retenir de ton illustre papa. Ne t'en sépare sous aucun prétexte, car après sa mort, l'objet fera une rareté. Voilà, donc j'ai fini avec cet ouvrage, qui est délicieux, hein, c'est très intéressant à lire, c'est amusant, hein, comme tout. Achetez-le, lisez-le, partagez-le. Donc c'est d'Isabelle Duquesnoy, La redoutable veuve Mozart. Donc ça c'est en édition point, hein, ça existe aussi en grand livre. Voilà, La redoutable veuve Mozart. Je vous souhaite une bonne année à tous. Je vous dis là dans 15 jours pour tout à fait autre chose. Et voilà, bonne semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt.